Bonjour, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de faire une petite intro, mais je sais pas laquelle. Ah si, je sais. Je vais faire une intro. Mais c'est par rapport à une vidéo spéciale. Ceux qui arrivent à deviner par rapport à quelle vidéo, je vous envoie un petit cadeau. L'intro commence. Bonjour, mes parents m'ont appelé Audrey. Voilà, ça y est, c'est fait. Bon, si vous arrivez à me dire sincèrement d'où ça vient, je vous envoie un cadeau. On va commencer tout de suite. Donc dans la précédente vidéo que j'ai faite, je vous ai un peu raconté mon parcours, le pourquoi du comment j'avais disparu. Et la première vidéo que je vous ai dit que j'allais faire ensuite, c'était une vidéo sur comment avoir son appartement, vivre seul dans la vingtaine. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en début de vingtaine. Je vais raconter un peu l'histoire de l'appartement pour que vous puissiez vous situer plus facilement. Donc l'appartement là, ça date de 2015. Donc j'ai vécu en couple, je me suis séparée avec la personne avec qui j'étais. Et quand on s'est séparés, j'ai voulu partir. Il y a beaucoup de bruit. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Voilà, donc je disais que je vivais avec quelqu'un, on s'est séparés, j'ai voulu partir et il fallait donc trouver un appartement. À ce moment-là, je ne travaillais pas, j'étais demandeur d'emploi et je gagnais 500 € par mois, mais véridique. Oh, ma fille s'est réveillée. La demoiselle a décidé de se réveiller, donc on va faire cette vidéo toutes les deux. Je disais donc tout à l'heure que j'étais au Pôle emploi, j'avais 500 € par mois. Et avec ces 500 € là, clairement, tu peux pas trouver grand chose. Normalement, t'as pas... Tu peux pas avoir un appartement, quoi, parce que dans le privé, on va te demander de gagner 3 fois le montant du loyer, de payer le mois de caution et tout ça. Et clairement, j'avais rien. J'avais pas d'économie, zéro, rien. Dans ce désespoir, je me suis quand même dit, bon, vas-y, je vais faire une demande de logement social. Parce que j'avais entendu dire que quand tu es hébergé, tu es prioritaire pour tout ce qui est demande de logement social. En tout cas, à cette époque-là et à Tours. Donc, comme je n'étais pas sur le bail du logement dans lequel j'habitais, c'est comme ça que je me suis dit, bon, vas-y, je peux être prioritaire. Sincèrement, j'avais pas d'autre solution. Sinon, aller vivre chez ma cousine qui était, elle aussi, à Tours à ce moment-là. Donc, j'ai fait ma demande, c'était au mois à peu près, je crois, d'avril. Et un mois après avoir fait la demande, je reçois un coup de fil. Elle me dit, oui, bonjour madame, on a reçu votre demande. C'était juste pour faire le point avec vous et vraiment approfondir votre demande pour pouvoir sélectionner plus facilement un bien qui pourrait vous correspondre. J'ai dit d'accord. Elle me demande, bon, vous voulez bien un F1, un studio, je vois, j'ai dit oui parce que je sais que j'ai pas beaucoup de revenus. Donc je sais que je peux pas prétendre par exemple. Oh, ma choupette. Ça va, ma choupette. Et donc je dis, je sais que je peux pas prétendre à un F2 parce que clairement mes revenus ne me le permettent pas. Et donc elle me dit ok, elle me pose encore d'autres questions, sincèrement je m'en souviens plus. Elle me dit d'accord, quand j'aurai un bien qui va correspondre à votre recherche, je vous referai signe. Je crois qu'un mois après, je reçois un mail me proposant des appartements à visiter. Et je me dis ouais non, peut-être que c'est juste la procédure qui t'envoie des appartements comme ça pour que tu visites. Et après ils vont te dire qu'en fait non, tes revenus, ton dossier ne correspond pas, enfin voilà. Je prends pas ça trop au sérieux, mais en même temps je suis contente parce que c'est quand même un retour. Alors nourrir la bête. Et voilà, c'est ça la vie de maman. Tu fais une vidéo, elle décide de pas dormir. Elle veut manger. Tu veux pas dormir, toi? Non. Donc, comme je disais, je reçois un mail avec 2 appartements à visiter. Et il y en a un qui se situait... Bon, il se situe toujours, hein, il est toujours là l'appartement. Un qui se situe à Tours Centre, donc au Sanitas. Et un qui se situe à Tours Sud, dans les Fontaines. J'allais visiter, de toute façon j'ai rien à perdre, j'ai juste envie de partir de là où j'étais. Donc voilà, je suis prête à aller visiter et puis on verra bien, advienne que pourra. Je me rappelle, c'était un appartement crade. Mais quand j'ai dit crade, c'était crade. En fait, la personne venait de sortir de l'appartement, donc ils n'avaient pas encore eu le temps de refaire... les travaux, la peinture et tout. Je me rappelle plus de la superficie de l'appartement. Je crois que le loyer c'était peut-être 200 et quelques euros, un truc du genre. C'était vraiment pas cher. Je me dis bon d'accord, l'immeuble aussi il était bizarre, le coin, bon, c'est un coin normal quoi. Donc après je suis allée visiter celui des Sanitas. Dès que je suis rentrée, déjà il y a 2 grandes baies vitrées. L'appartement était lumineux. Et en fait normalement les appartements en HLM comme ça quand on les loue, il y a juste l'évier et le petit meuble en dessous de l'évier. Sauf que dans celui-là, il y avait aussi une plaque et il y avait un petit frigo. C'était un F1 bis. Le tout, ça faisait 30 mètres carrés. Et en fait, le fait qu'il venait tout juste d'être refait, c'était presque comme un appart neuf, quoi. Avec un balcon qui faisait toute la longueur de l'appartement, c'était magnifique. C'était parfait, sincèrement, c'était parfait. Le seul truc qui était gênant à ce moment-là, pour moi, je me disais, oh putain, c'est le Sanitas. Mais clairement,
j'ai réfléchi, mais vite fait parce que je savais déjà que j'allais prendre celui du Sanitas. Donc c'est comme ça que j'ai signé pour l'appartement du Sanitas avec le loyer il était un peu plus élevé, je crois que c'était 350 euros. Donc vous imaginez, je vivais à Tours, j'avais le pôle emploi de 500 et quelques euros par mois. J'ai quand même réussi à avoir un logement social avec un loyer plus élevé que la moitié de ce que je gagne. En fait, je sais pas sur quoi il comptait quand tu m'as donné cet appart. Mais je pense sincèrement, c'est Dieu qui a agi pour moi à ce moment-là. Parce qu'il n'y a aucune chance, que ce soit en province, n'importe où, d'avoir un appartement avec les conditions avec lesquelles je partais. Parce que clairement, je n'avais rien, zéro. J'avais même pas genre 100 euros de côté pour dire que je pourrais m'acheter un matelas, un Emmaüs. J'avais rien. Voilà pour le petit épilogue. Donc maintenant, je vais vous parler de ces choses je ne vais pas dire qu'il faut faire, mais de ces choses que j'aurais aimé savoir. Le premier point dont je vais vous parler, c'est de bien choisir le logement. Donc avec la petite histoire que vous avez entendue, je n'ai pas, je n'ai pas choisi l'appartement au-dessus de mes moyens. Bon, de toute façon, vous allez me dire, je ne pouvais pas, parce que clairement, c'est un logement social, c'est pas moi qui est décidant entre guillemets. J'ai choisi entre deux biens qu'on me proposait. Mais si vous avez la possibilité de choisir le logement que vous allez choisir, choisissez le bien. Ne choisissez pas un logement trop grand, un logement trop bien placé, tout ça parce que vous voulez être, je sais pas, dans Paris, vous voulez être en plein centre, vous voulez avoir absolument une chambre. Choisissez sincèrement ce que vos moyens vous permettent de payer. Commencez à réfléchir tous les mois comment payer le loyer. C'est pas une situation agréable et c'est pas une situation viable dans le temps. L'un des deuxièmes points que j'ai un peu mis en pratique, mais que j'aurais pu approfondir, c'est d'avoir de bonnes habitudes. Profitez de ce moment où vous vivez la plupart du temps seul dans un appartement totalement indépendant, que vous êtes les seuls à choisir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez manger, ce que vous voulez acheter. Choisissez ce moment-là pour commencer à avoir de bonnes habitudes. De bonnes habitudes financières, c'est-à-dire ne pas dépenser à outrance, ne pas mettre de côté. C'est sincèrement à ces moments-là que vous pouvez mettre le plus de côté. Il n'y a pas un chéri à côté. Enfin, en tout cas, dans le cas dont je parle, c'est plutôt une personne qui vivrait seule parce que c'est ce que j'ai vécu. Je ne vais pas parler de personnes qui vivent en couple ou qui ont un enfant ou quoi. Là, c'est autre chose. C'est quelque chose que je n'ai de toute façon pas vécu, donc je ne vais pas commencer à donner des conseils là-dessus. Ne pas vouloir un grand écran plat alors que tu as un studio de 30 mètres carrés, sincèrement, ça vaut pas le coup. Prendre de bonnes habitudes aussi alimentaires, c'est-à-dire ne pas s'habituer à manger dehors tout le temps. C'est justement à ces moments-là que vu qu'on est seul, on apprend à faire à manger pour soi. Au début, ça va être dégueulasse. Vu que vous ayez avec vous, vous allez manger ce que vous avez fait, même si c'est dégueulasse. C'est à ces moments-là que si vous avez toujours rêvé, je sais pas, de diminuer votre consommation de viande, de devenir végétarien, végétalien, je sais pas quoi, c'est à ce moment-là que vous pouvez le tester en fait, sachant que vous êtes seul. Il n'y a que vous qui décidez. Quand vous faites les courses, c'est que pour vous. Quand vous faites à manger, c'est que pour vous. Donc vous êtes les seuls décisionnaires en fait. Donc si vous avez voulu... moi je sais qu'à ce moment-là, j'ai toujours voulu faire mon beurre moi-même par exemple. Bon, finalement je ne l'ai jamais fait. Mais j'aurais dû en fait, parce que je me dis c'est à ces moments-là que j'aurais pris l'habitude de le faire. Et que si je rencontre quelqu'un plus tard et qu'on décide de se mettre ensemble, c'est une habitude que je vais avoir, de toujours faire mon beurre, de peut-être avoir un compost ou voilà, de manger peut-être de la viande qu'une fois par semaine. Enfin voilà, ce genre d'habitudes alimentaires qui sont bonnes à prendre le plus tôt possible quand vous êtes seul et que vous allez pouvoir maintenir quand vous allez vivre avec quelqu'un. Il y a aussi des habitudes sportives. C'est l'une des bonnes choses que j'ai faites quand je vivais seule. Je me suis mise au sport. Sincèrement, je faisais du sport à une cadence assez... Moi, je veux dire bonne pour moi. Donc, je dirais qu'il faut trouver la cadence sportive pour vous. N'importe qui, mince, gros, grand, petit, vieux, jeune, il faut faire une activité physique. On va dire quelque chose qui va augmenter votre rythme cardiaque. Que ce soit faire un tour à vélo, aller courir de temps en temps, faire du fitness à la maison, faire du yoga, vous inscrire dans un club. Si, je sais pas, une piscine dans votre ville, pourquoi pas aller à la piscine tous les samedis, tous les dimanches, bref. Trouvez une activité sportive qui vous convient pour pouvoir vous maintenir en fait. Parce qu'il y a une phrase, la meuf elle s'étouffe mais elle lâche pas le sein. Je disais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Ce sont deux choses qui vont ensemble. On peut pas spirituellement être très bien, c'est-à-dire se connaître, faire plein de trucs de développement personnel et tout, et physiquement avoir une santé de merde quoi. C'est-à-dire on monte un étage, on est déjà essoufflé. Dès que l'ascenseur ou l'escalator en panne, on a l'impression que c'est la fin de notre vie. Le troisième point que je vais aborder avec vous, j'en ai un peu parlé sur le point précédent, c'est tout ce qui est spirituel. Sincèrement, il faut, à ce moment-là, je pense, encore une fois, dans le début vingtaine jusqu'à fin vingtaine, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir définir ce qu'on veut spirituellement dans la vie. Si on veut avoir une croyance ou pas,
Et dans le cas où on décide d'en avoir une, il faut s'y mettre à fond, quoi. Il faut, comment je veux dire, faire un choix et œuvrer pour avoir le mode de vie qui va avec ce choix-là. Parce que une fois que la vingtaine est dépassée et que, on va dire, naturellement, on se dit, on va se mettre en couple, fonder une famille ou quoi, c'est pas à ce moment-là qu'on va construire notre spiritualité. En tout cas, ça devient plus compliqué. Parce que souvent, on peut rencontrer quelqu'un qui a déjà lui construit ou elle construit sa spiritualité et on va juste venir se greffer, ce qui peut être bien. Mais je pense que ça peut être pas mal de s'être construit une spiritualité avec laquelle on est en accord. Parce que ça va nous aider aussi pour nos choix. Un des points ensuite, ça va être tout ce qui est relation amoureuse. Parce que dans mon cas, en tout cas à ce moment-là, j'étais célibataire. Bon, je n'ai sincèrement pas mis ce point-là, je ne l'ai pas mis en pratique, mais j'aurais dû ne pas hésiter à être célibataire. Le célibat, ce n'est pas la fin du monde. Mais ça, à ce moment-là, je l'avais compris, mais je ne mettais pas forcément en pratique. J'étais toujours à la recherche de cette personne qui allait changer ma vie, qui allait chambouler ma vie, alors qu'en fait, non, c'est à moi-même de chambouler ma vie. J'étais quand même ouverte aux relations. Dans mon cas, sincèrement, ça n'a servi à rien. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est dans ma vingtaine que j'ai rencontré mon mari, on est mariés maintenant, on a des enfants, on vit l'amour parfait, c'est très bien. Mais je pense que dans certains cas, ça peut pas faire de mal à certaines personnes de se retrouver seules. Ensuite, le point suivant, ça va être de se lancer. C'est le moment où vous êtes là, vous avez 20 ans, vous avez peut-être un petit boulot, vous êtes peut-être étudiant ou quoi, c'est le moment où il faut oser. C'est le moment où il faut oser voyager, c'est le moment où il faut oser. Si vous avez toujours eu envie de vous lancer dans quelque chose, faire, je sais pas moi, une boîte ou créer un truc, vendre, je sais pas moi, des t-shirts, du gloss, j'en sais rien, quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire parce que c'est à ce moment-là que le risque encouru n'est pas très grand et surtout, les conséquences en cas d'échec, ça ne va, comment dire, ça va se répercuter que sur vous, entre guillemets. Alors que si vous attendez d'avoir déjà 30 ans, 40 ans, vous avez déjà une famille, 1, 2, 3, 4 prêts sur le dos, c'est pas à ce moment-là que vous allez prendre des risques. Même si vous êtes étudiant, c'est pas parce que vous êtes étudiant que sincèrement vous pouvez pas vous lancer dans un petit business. Je trouve que déjà mentalement c'est bien, ça vous permet de voir à peu près ce qui vous attend dans le monde du travail, parce que c'est bien beau les études, mais en France on prépare pas trop au monde du travail. Et ça vous apprend à être responsable, ça vous apprend une certaine rigueur. Avoir un petit quelque chose concret de ses mains, je pense sincèrement que ça aide, voilà. Et quand je dis oser, c'est aussi oser voyager. Par exemple, si vous avez toujours rêvé de voyager, attendez pas d'avoir 30 ans et 3 gamins sous le bras pour vous dire que vous allez voyager. C'est possible et c'est tout autant agréable. En tout cas, c'est agréable autrement. Mais si vous avez toujours rêvé de voyager seul, de mettre votre sac à dos et d'aller, je sais pas moi, dans le fin fond du Mexique, vous balader d'un village à un autre, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Si vous avez toujours rêvé d'être fille au père, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Si vous avez toujours rêvé de faire Erasmus, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. Faites-vous une to-do list, un truc que les choses que vous avez envie de faire avant de mourir, entre guillemets, et faites le maximum de choses à ce moment-là. C'est à ce moment-là que, par exemple, j'ai eu la bonne idée de passer mon permis. Je disais toujours, oui, il faudrait que j'ai mon permis avant tel âge et tout, ça peut être bien. Parce que dans la vie professionnelle, oui, ça aide d'avoir le permis, surtout quand tu es en province. Ça te donne plus d'opportunités. Donc si tu n'as que le bus, le transport en commun pour te déplacer, ça peut être compliqué. Donc si vous pouvez à ce moment-là, passer votre permis et sincèrement, quand vous serez plus grand, vous remercierez vous-même d'avoir pris cette décision, même si sur le coup, ça a été dur financièrement parce que le permis, c'est cher. Et c'est de plus en plus cher, donc plus tôt vous le passez, moins cher vous paierez. Ensuite, l'autre point dont j'aimerais parler, c'est se créer un réseau. J'ai quitté la région parisienne, je suis allée à Tours, je ne connaissais clairement personne. Ça, c'est l'une des erreurs que j'ai commises, que je ne veux pas que vous commettiez. Faites-vous des amis, faites-vous des relations, que ce soit, comme j'ai dit, amicales, des relations professionnelles, des personnes qui vont vous entourer et donc vous tirer vers le haut. Ne vous faites pas que des amis qui sont dans la même situation que vous. Faites-vous des amis qui sont peut-être au-dessus de vous, peut-être même plus âgés que vous, des personnes qui pourront vous aider plus tard, des personnes qui pourront vous aider à passer de bons moments à ce moment-là, des personnes à qui vous pouvez sortir, des personnes que vous pouvez inviter chez vous, faire des petits repas, enfin, des personnes, entourez-vous bien et consolidez ces relations-là, même si vous êtes dans une ville, vous savez que vous n'y êtes que pour vos études, pour 2 ou 3 ans, ça ne vous empêche pas de vous faire des amis. Faites pas l'erreur que j'ai commise, c'est-à-dire rester dans ma bulle, ne pas vouloir m'intégrer, tout. Après, c'est pas facile, hein, surtout si vous êtes comme moi, en mode introverti, je parle pas trop aux gens et tout ça, ça va être compliqué, mais forcez-vous parce que ça ne pourra que vous apporter dans le futur.
d'avoir des relations, un ami, ah tiens, on s'est connus à la fac, on faisait les mêmes études, mais finalement, lui, il est peut-être, je sais pas, gynécologue, ou il est architecte, ou quoi, et un jour, tu pourras avoir besoin d'un architecte, ou juste d'avoir les conseils d'un architecte, ou tu pourrais te retrouver à vouloir construire ta maison, voilà, tu as besoin des conseils, ah bah tiens, tu vas contacter cette personne que tu as connue, je ne sais où, dans le sud, quand tu étais pour 2 ans pour tes études. Ça sert toujours d'avoir des connaissances, des amis, des personnes sur qui vous pouvez compter et des personnes qui, elles aussi, peuvent compter sur vous. Je vais parler plus précisément des économies. C'est quelque chose que je ne prenais pas du tout au sérieux et ça a été compliqué pour moi parce que je suis pas quelqu'un d'économe. Je suis dépensière, clairement, faut le dire. J'aime bien dépenser, mais ça tend à disparaître parce qu'on se rend bien compte que tu peux pas vivre la vie locale indéfiniment. Hein. Il y a des conséquences qui vont avec. Mais c'est quelque chose que j'aurais dû prendre en main dès le début. Clairement, dès le premier boulot que j'ai eu, j'aurais dû m'ouvrir un compte bloqué. Parce que si tu es dépensière comme moi, sincèrement, mettre de côté, ça va être compliqué. Surtout avec un livret A. Le livret A, tu peux aller retirer, tu peux faire des petits virements de ton livret A, ton compte courant, voilà. Tu as un petit découvert, tu as un petit truc des dernières minutes que tu n'avais pas prévu d'acheter, mais que comme de par hasard, il te faut absolument. Le livret A, il y aura presque rien. Il y aura les 10 € obligatoires. Mais très vite, il y aura plus grand chose dedans, quoi. Après, c'est bien d'avoir un livret A parce que ça permet d'avoir une épargne disponible si vous avez des besoins immédiats. Mais je pense qu'il faut avoir un compte bloqué sur lequel on met de l'argent et sur lequel on ne peut pas toucher, clairement. Du type PEL, du type assurance vie, je ne sais pas quel autre type de compte existe, mais épargnez votre argent de façon à ne pas y toucher. Je me rappelle quand je pensais revenir en région parisienne, je discutais souvent avec l'une de mes cousines qui, elle, est en couple et tout ça, et venait d'acheter une voiture. Et je dis, mais comment vous avez fait pour acheter la voiture et tout, ça a dû vous coûter cher, vous sortiez tous les deux de vos études et tout, enfin voilà. Elle m'a dit, bah, en fait, j'avais un compte sur lequel j'avais 5 000 €. Je me suis dit, ah, c'est bon, d'accord. Sur le coup, ça m'a, voilà, je suis passée à autre chose assez rapidement. Mais après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais en fait, j'aurais pu être dans sa situation. J'aurais pu, dès que j'ai commencé à travailler dès mes 16 ans, ouvrir un compte auquel je n'ai pas accès et sur lequel je mets de l'argent tous les mois. Par exemple, 30 €, 20 €. Je n'ai pas besoin de mettre 150 € par mois pour pouvoir avoir une telle épargne plus tard. Mais je me dis, si, ne serait-ce qu'à 20 ans, j'avais fait ça, tous les mois, je mets 30 € sur un compte jusqu'à mes 25 ans, vous imaginez? Enfin, je veux dire, ça fait quand même un petit quelque chose, justement, pour acheter une première voiture, passer son permis, payer la caution de son premier appartement. Ça aide toujours, en fait. Ou même meubler son premier appartement, parce que les appartements, bah, souvent, il y a un dedans. Donc, c'est là qu'on se rend compte que la vie seule, ça coûte cher. Acheter un canapé, acheter un frigo, acheter une gazinière, acheter un micro-ondes. Les micro-ondes, ça coûte cher. Donc, il faut pouvoir mettre de côté pour pouvoir prévenir après. Sans pour autant, comme on dit, se mettre la rate au courbouillon. Voilà. Sans pour autant mettre des sommes exorbitantes de côté. Mais même juste mettre 10 € de côté. Juste en un an, ça fait 120 €. En 2 ans, 240 €. 240 €, c'est pas négligeable. Surtout quand tu es jeune. Quand tu es jeune, avec 240 €, tu peux faire beaucoup de choses. En tout cas, moi, je pouvais faire beaucoup de choses. Toi, quand tu regarderas cette vidéo, peut-être en 2030, je sais pas si ce sera toujours le cas. Mais sache qu'avec 240 €, on peut faire beaucoup de choses. Sur le Bon Coin, on peut trouver un canapé et un micro-ondes pour ce prix-là. Donc voilà, la petite vidéo que je vous avais promise est faite. Pour se mettre à son compte financièrement, être libre, avoir cette liberté, ça a un coût. Ça, comment dire, c'est pas à prendre à la légère. Et encore une fois, c'est un moment pendant lequel on doit profiter pour se faire spirituellement, se faire physiquement. S'il y a quelque chose qui vous a toujours déplu sur vous, c'est le moment de le changer. Si vous avez toujours voulu avoir une bonne hygiène alimentaire, c'est le moment de le faire. Si vous avez toujours voulu vous lancer dans des vidéos YouTube, c'est le moment de le faire. Si vous avez toujours voulu, je sais pas, en fait, c'est le moment où il faut oser. C'est le moment où il faut oser faire plein de choses. Parce qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. Mais vraiment rien. À part la peur que ça ne marche pas, il n'y a rien d'autre qui peut vous arrêter. Et même cette peur-là, il faut apprendre à passer outre. Parce que c'est cette peur-là qui va souvent vous freiner et va vous donner des regrets. Vous voyez des personnes de 30 ans mariées avec 3 enfants et qui décident à ce moment-là d'aller faire le tour du monde avec leur famille, c'est bien. Mais je me dis, c'est quelque chose qu'ils auraient très bien pu faire tout seuls. Encore une fois, c'est une aventure qui peut se vivre en famille, mais ce ne sera pas du tout la même chose que de vivre seul. Donc, pour toutes les jeunes personnes qui regarderont cette vidéo, parce que je sais que sur YouTube, les gens sont de plus en plus jeunes. Il y a des gens de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans qui ont des comptes YouTube, qui regardent des vidéos. Sincèrement, je pense que ça pourra vous aider si vous pouvez mettre quelques points de cette vidéo en pratique. Si j'avais su ça plus jeune, je pense que ça m'aurait beaucoup aidé.
Et ça m'aurait beaucoup évité de me retrouver dans certaines situations malencontreuses. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. Et je vous dis à la prochaine. Bis!